Télé Gopo, la télé qui ose. Quand l'émergence économique ou l'émergence sociale devient un élément d'oppression de la population, elle est à combattre dans tous ses états, dans toutes ses formes. Je suis Loda Adie et bienvenue à l'épreuve du Gopo. La question des pays émergents ou des économies émergentes dans le monde est devenue l'un des thèmes les plus débattus par les chercheurs économistes. Mais cette question oublie l'autre émergence et même la plus importante que j'appelle l'émergence sociale. Son importance se justifie pour indiquer les exemples en matière de performances relatives à la cohésion sociale. L'émergence sociale ne se mesure pas avec des métriques économiques. Un pays dont le peuple est profondément divisé à sa base va rater le chemin de le développement. Et les experts sur cette question sont unanimes. Pour parler de tout ça, aujourd'hui sur Télé Gopo, nous nous sommes assis avec le docteur Jean-Claude Djereke, professeur de littérature africaine à l'université Bryn Mawr à Philadelphie dans l'État de Pennsylvanie. Bonsoir mesdames et messieurs, en exclusivité nous avons ce soir avec nous à l'épreuve du Gopo le professeur Jean-Claude Djereke qui est professeur de littérature africaine à Bryn Mawr College ici à Philadelphie dans l'État de Pennsylvanie. Alors nous avons avec nous un éminent professeur, nous allons nous poser quelques questions sur l'émergence sociale parce que quand on parle d'émergence, beaucoup d'entre nous pensent déjà à l'économie. Non, l'émergence aussi prend en compte la société, donc le côté social de tout un pays. Alors le professeur va nous éclairer sur ces faits. Alors professeur, merci d'être venu. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est l'émergence d'un pays? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. On pourrait dire que l'émergence, c'est un état de développement socio-économique et culturel qu'atteint un pays. Et je crois que en Afrique, depuis quelques années, beaucoup de dirigeants parlent d'émergence. C'est-à-dire voudraient que leur pays arrive à un certain niveau de développement socio-culturel, socio-économique. Ok, bien, alors, en Côte d'Ivoire précisément, il a été dit depuis les années 2010, pendant que Ouattara faisait sa campagne, de 2010, il disait que à l'orée 2020, il va faire émerger le pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, maintenant, en 2019, nous sommes réellement à l'orée 2020? Est-ce que vous pensez que l'émergence a été acquise en Côte d'Ivoire? Non, je dirais non, parce que quand on parle d'émergence socio-économique et culturelle, il y a des choses qu'on doit voir dans un pays, hein, c'est-à-dire des routes, des universités, des dispensaires, des hôpitaux de qualité, comme au Rwanda par exemple. Hein, tous ceux qui reviennent de ce pays sont émerveillés, ils disent mais Kagame vraiment... il fait un travail formidable. Voilà. Mais donc, Kagame fait un travail formidable après 24 ans de pouvoir, n'est-ce pas? Donc, quand même, c'est trop là. Hein? Il n'y a pas un autre Rwandais qui peut faire ces mêmes choses-là. Bon, on ne parle pas du Rwanda, mais juste, comme vous l'avez dit, ça, professeur, voilà pourquoi je suis en train de... Tout à fait, tout à fait. Non, je suis d'accord avec vous, parce que moi aussi, je suis contre cette... éternisation au pouvoir. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Je voulais simplement dire que... Vous voulez donner l'exemple. Voilà, que le Rwanda au niveau de l'émergence, est sur la bonne voie. Bon, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Parce que, comme vous le savez, les hôpitaux, les dispensaires ivoiriens sont de véritables mouroirs. L'éducation est sinistrée, comme la santé, parce que quand vous allez à l'université de Cocody, par exemple, qui est la plus vieille université, les étudiants n'ont pas de bibliothèque,
ils n'ont pas de salle de cours, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont même pas le Wi-Fi. Et même, il paraît que c'est par SMS qu'on leur dit quand est-ce qu'ils ont cours, ou bien quand est-ce qu'ils ont test. Donc, si vous n'avez pas de téléphone, ou bien votre téléphone est mort, là, vous perdez, vous n'allez pas faire le test aussi. Exactement, voilà. Et donc, ça, c'est quelques critères de l'émergence. On pourrait parler aussi de la corruption, par exemple. Parce que quand dans un pays, il y a la corruption, ça décourage les investisseurs. Vous voyez, on pourrait aussi parler de la monnaie. Hein. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Ouattara est pratiquement l'un des rares défenseurs de la monnaie africaine. Or, tous les grands le franc CFA, oui. Pardon, je voulais parler du franc CFA. Oui. Or, tous les grands économistes aujourd'hui, à commencer par Nicolas Bourou, disent que le franc CFA est un des freins, un des obstacles à notre développement économique. Vous voyez, parce que c'est une monnaie qui profite plus à la France qu'aux 14 pays africains qui l'utilisent. Vous voyez. Donc, il y a un certain nombre de critères qui font qu'on peut parler d'émergence. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, parce que ce soit la monnaie, que ce soit la santé et l'école, que ce soit la bonne gouvernance, nous sommes loin du compte. Donc, Ouattara, l'émergence dont il parle, c'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on constate dans des pays comme le Rwanda ou les pays d'Afrique australe comme le Botswana. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne peuvent pas faire quelque chose vis-à-vis de ce gouvernement qui ne fait pas leur affaire? Parce que, à vous d'écouter et à voir aussi, pas seulement vous, mais à moi, je lis l'actualité en Côte d'Ivoire, hein, et je vois que les Ivoiriens, le chômage est galopant, les écoles, il n'y a pratiquement pas de bancs dans certaines écoles, et puis tout ça. Qu'est-ce que les Ivoiriens, en tant qu'un peuple, qu'est-ce qu'ils font pour que cette situation soit réglée? Est-ce qu'ils vont s'asseoir là, les bras croisés comme ça, et puis bon, tous ces mauvaises choses vont se perpétuer dans le temps? Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis de ceux qui disent qu'un peuple doit prendre son destin en main. Bien sûr. Au lieu de rester passif, au lieu d'attendre que Dieu vienne changer les choses, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Les gens vous disent, quand vous parlez avec eux, les gens disent non, c'est Dieu qui va nous sauver. Mais Dieu n'est jamais descendu du ciel pour sauver qui que ce soit. Mais vous êtes bien placé pour le dire. Dieu, je veux dire qu'il aime tous ses enfants. Oh, bien sûr, bien sûr. Donc, je crois que... Ouattara aussi l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Absolument. Bien sûr. Donc, c'est aux Ivoiriens de prendre leur destin en main. De se lever, comme ailleurs, on l'a vu, c'est-à-dire en Algérie, au Soudan, au Burkina Faso en 2014. Vous voyez, donc... moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, il faut prier, et puis les choses vont changer. Ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr, personne ne peut être d'accord avec ça. Quelqu'un qui est sérieux avec l'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut pas penser que Dieu va descendre du ciel et puis régler les problèmes. Bien sûr, on ne leur demande pas de ne pas prier. Hein. Tout le monde a le droit de prier, tout le monde celui qui ne veut pas prier ne va pas prier, mais... on ne peut pas mettre ça dans la main de Dieu. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Seulement, je voudrais ajouter, on n'est pas contre la prière, mais il y a une chose que les catholiques doivent connaître, c'est que les moines dont certains pensent qu'ils ne font que prier, les moines ne passent pas tout leur temps à prier. Hein. Vous savez, la journée est divisée en... Comment on dit ça? Une journée, c'est quoi? C'est 24 heures. Voilà. Mais les moines, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 8 heures de sommeil, 8 heures de prière et 8 heures de travail. Et en Europe, les moines sont à l'origine de l'agriculture. Parce que c'était des travailleurs, ils travaillaient la terre, ils fabriquaient des spades, qu'on appelle ça là, beaucoup de choses comme le miel, la confiture, tout ça là. Et jusqu'aujourd'hui encore, ils ont gardé cette tradition-là. Et d'ailleurs, la devise de leur patron, Saint-Benoît, c'est Ora et labora, c'est-à-dire prier et travail. Vous voyez? Donc, on n'est pas contre la prière. Les gens doivent prier, mais il faut aussi qu'ils agissent, qu'ils s'engagent. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Wow. Ça c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Et pour vous qui parlez de prière, prier, mais travailler. Travailler pour le pays ne veut pas dire partir au travail, prendre le bus et puis partir. Non, ça c'est
ça c'est une manière de vous mettre un peu d'argent dans la poche. Mais travailler pour le pays, c'est de faire de sorte que le pays est bien gouverné, soit bien gouverné. Et aujourd'hui, si on se base sur ce que le professeur est en train de décrire, la Côte d'Ivoire n'est pas bien gouvernée, Ouattara ne fait pas la fête des Ivoiriens, et donc vous devez travailler à ce que Ouattara ne soit plus votre président. C'est ce que moi je comprends dans ce que le professeur dit. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, comment on le fait? Alors, comment on le fait? Tout à l'heure, j'ai parlé de certains pays, l'Algérie, le Soudan et le Burkina Faso, qui se sont soulevés. Les gens se sont soulevés. Voilà. Mais le problème ivoirien, c'est que en Côte d'Ivoire, chaque groupe politique a une vaste population derrière. Le RDR a sa population qui le suit. Le PDCI, même chose. Le FPI, même chose. Et puis les autres partis. Alors, l'homme qui suit le RDR ne voudra pas que Ouattara quitte le pouvoir. Ça ne l'arrange pas. Alors, comment vous pensez que on peut mettre ensemble toutes ces forces-là pour dire, ok, nous demandons le départ de Ouattara d'une manière paisible, bien sûr, parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi. Hein, on veut dire que c'est la démocratie. Alors, si on est en démocratie, comment on fait partie ce président en appelant ceux-mêmes qui sont de son parti à venir aider avec la cause? Comment on le fait? Oui, Ouattara a des gens qui le soutiennent, mais ce n'est pas tout le monde qui le soutient. Parce que on commence à avoir des mécontents dans le RDR. On peut en citer un quand même, hein? Allez-y. Oui, Guillaume Soro par exemple. Okay. Il n'est pas des moindres, hein, puisqu'il a été président de l'Assemblée nationale. Ouais, donc Guillaume Soro aujourd'hui, voilà, se rebelle contre Ouattara. Bon, évidemment, ce qu'il raconte, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il a eu le temps quand même. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre. Donc quand il nous fait croire que Ouattara n'a rien fait, ou le pouvoir n'a rien fait au Nord, on ne peut pas le prendre au sérieux parce que... Mais il n'était pas du pouvoir, donc voilà. Autant dire que je n'ai rien fait au Nord. Il est comptable de l'échec du régime, voilà. Donc ça c'est une parenthèse. Donc j'étais en train de dire que même au RD aujourd'hui, on a de plus en plus de mécontents de la gouvernance de Ouattara. Donc moi je pense que le FPI et le PDCI, qui sont les grandes forces politiques du pays, peuvent justement amener ces gens-là, tous ces mécontents du RDR, hein, peuvent les approcher et puis voilà, constituer donc une force, hein, appeler les Ivoiriens dans la rue, comme ça s'est fait ailleurs, parce que c'est une des choses que la démocratie offre, n'est-ce pas, pour un changement de régime. Bien sûr, mais à propos du FPI et puis ou bien du PDCI qui peuvent approcher les mécontents du RDR et les ramener, je peux même dire, dans la République, il y a aussi le fait du RHDP qui voit des dissensions du PDCI et qui vont, ces gens-là qui vont vers le RHDP. Ben, ils ne sont pas RDR, mais le PDCI les a déjà aussi chassés, en quelque sorte. Alors, ce sont les gens comme Adjoumani, je vais parler d'Adjoumani et bien d'autres. Ils disent qu'ils sont du PDCI, mais ils ne sont pas du PDCI, et puis bon, ils ne sont pas du RDR non plus. Et puis, ils sont comme des pions au sein du RHDP. Avec tout ce mélange qui est vraiment difficile à comprendre. Comment vous pensez qu'on peut convaincre quelqu'un de l'autre bord à venir lutter contre Ouattara d'une manière démocratique? Oui, alors les Adjoumani, Kablan, Duncan, Patrick Kachi dont vous parlez là, à mon avis, c'est des feuilles mortes, comme souvent on aime le dire en Côte d'Ivoire, c'est des feuilles mortes, c'est-à-dire c'est des gens qui ne pèsent pas grand-chose. Donc Ouattara en fait utilise ces gens-là pour faire diversion, pour faire illusion, pour faire croire qu'il a du monde avec lui, et des gens du PDCI, c'est la même chose avec le FPI, il y a des gens du FPI qui sont avec lui, mais tout ça c'est pour faire illusion, parce que je crois que le RHDP, à mon avis, quand on le compare, hein, à ces deux forces dont j'ai parlé, le PDCI et le FPI, le RHDP ne vaut rien. Ouais. Et moi, je suis convaincu que ces deux forces-là, le PDCI et le FPI, plus la société civile, s'ils appellent les Ivoiriens à descendre dans la rue, à occuper la rue, Ouattara part dans 3 jours.
Mais pourquoi vous pensez que jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait? Mais ils ne l'ont pas fait parce que le fruit n'était pas mûr. Je pense que ils ne l'ont pas fait avant parce que avant 2018, Bédié, Soro était avec Ouattara. Donc Ouattara, je veux dire qu'il avait du monde derrière lui parce que le PDCI, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la première force politique. Hein, c'est le parti le plus vieux. Donc voilà. Donc, et Ouattara, d'ailleurs, il a compris. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a fait, enfin, disons, la France l'a compris. Hein, c'est la raison pour laquelle, en 2005, elle a demandé au PDCI et au RDR de se mettre ensemble. Ok, ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bien sûr, nous sommes avec le professeur Jean-Claude Djereke, qui est professeur de littérature africaine à Bryn Mawr College, ici à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie. Alors professeur, une autre question. Quand vous voyez au niveau du PDCI, les guéguerres, au niveau du RDR, les guéguerres, les écoles qui ne marchent pas, avec une ministre qui est là depuis 2011, qui se bat contre les professeurs ou bien contre les instituteurs au lieu de trouver une solution réelle à l'école, au problème de l'école ivoirienne. Quand on voit des universités qui marchent à peine, tout ce conglomérat de problèmes que nous avons dans le pays, et Ouattara, lui, il dit 2020, il va poser candidature. Quel espoir que l'Ivoirien doit avoir dans cette histoire, dans tout ça? Quel espoir? Parce que personnellement, je ne vois pas un bout du tunnel ici. Est-ce que je dois garder espoir? Comment je le garde? C'est quoi je dois me reposer pour garder cet espoir-là? Oui, absolument, absolument. Nous devons garder espoir. Nous devons, comme dit la Bible, je crois que c'est Saint Paul qui en parle dans la lettre romaine, nous devons espérer contre toute espérance. Parce que il y avait de pire que le désespoir. Voilà. La situation paraît bloquée. Ou si tu veux, la situation, on a l'impression qu'on ne pourra jamais en sortir. On ne pourra jamais voir le bout du tunnel, c'est pas vrai. Donc vous comprenez pourquoi les gens continuent, voilà. Ils ne font que ça donner à la prière. Voilà, exactement, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des peuples qui ont connu pire que ça, mais je veux dire qui s'en sont sortis. Hein, le Burkina, qui est un des pays voisins de la Côte d'Ivoire, a connu une dictature atroce depuis de 20 ans, avec 27 ans précisément. Voilà, avec Compaoré. Mais un jour, il s'est levé comme un seul homme et il a chassé Compaoré. Donc, je pense que... Puis on a vu récemment encore en Algérie, cette année 2019, en Algérie au Soudan. Ouais, donc, ce qui a été possible ailleurs peut l'être chez nous. Mais il suffit que le peuple veuille. Parce que c'est ça. Est-ce que nous voulons nous débarrasser de nos chaînes? C'est ça la question. Donc je crois que dès l'instant, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, il dit que celui qui dit non à ces chaînes, à partir de l'instant où il le dit, il est libre. Donc moi je crois que le peuple ivoirien, et ça dépend justement de tout le travail des artistes, des musiciens, des écrivains, voilà. C'est-à-dire, nous devons encourager, hein, mobiliser le peuple, sensibiliser, hein, à lui dire, il ne faut pas avoir peur, hein, mets-toi debout. Donc moi, je garde espoir pour la Côte d'Ivoire. Je crois que si les Ivoiriens veulent vraiment quitter leur chaîne, quitter ce joug-là, parce que c'est vraiment un joug, hein, qui pèse sur eux depuis 2011. Nous sommes opprimés, notre pays est occupé par les Français. Aujourd'hui, qui profite de notre richesse? C'est les compagnies françaises, les entreprises françaises, les entreprises burkinabées. Oui, mais ok, parlant des Français, il n'y a jamais eu un président ivoirien depuis Houphouët-Boigny, passant par Bédié, Gbagbo, Guèye, Gbagbo et puis maintenant Ouattara. Il n'y a jamais eu un leader ivoirien qui n'a pas dealé avec la France. Alors... Tout à fait. Non, vous avez raison, mais justement, aujourd'hui, si vous écoutez bien les Ivoiriens, les gens parlent de plus en plus de souveraineté. Ouais, ce que vous dites est vrai, parce que même Gbagbo, effectivement, a donné des marchés à Bolloré, hein, à la France. Mais nous voulons maintenant rompre avec tout cela. Parce que moi, je crois qu'il faut être conséquent. Si on veut se libérer, mais il faut se libérer vraiment. On ne peut pas dire, bon, nous voulons la souveraineté, et puis la nuit, ou bien en cachette, donner des marchés à la France. Mais parlant à propos des marchés, là je vais jouer l'avocat du diable un peu. Si la France vient avec un dossier
qui est plus consistant et moins cher que d'autres pays ou bien d'autres investisseurs, ben, pourquoi ne pas le donner à la France? Oui, tout à fait, vous avez raison, mais malheureusement ce n'est pas ça. La France qui a tel ou tel marché, ce n'est pas parce que elle a la meilleure offre. Non, ce qui se passe, c'est que la France prend les choses de force. La France dit, voilà, la Côte d'Ivoire est notre ancienne colonie, donc voilà, notre précaré, donc nous devons prendre les choses, nous devons prendre les marchés, hein, sans appel d'offres. C'est ça que nous refusons. Sinon, évidemment, si nous faisons un appel d'offres, et que la France a le meilleur profil, il n'y a pas de raison qu'on ne la prenne pas. Alors, on va recadrer notre conversation. On parlait d'émergence sociale. Émergence sociale, comprenez par là tout ce qui touche la société, bien sûr l'économie et tout, mais ce qui touche la société dans son plus profond. Et le cas actuel des confrontations ethniques entre les Baoulés et les Malinké à Béoumi, dans le centre du pays. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Absolument. Et justement, l'un des critères qui permet de dire qu'un pays est sur la voie de l'émergence, c'est la sécurité. Or, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe depuis 2011, c'est l'insécurité. Il y a des coupeurs de route, il y a des gens qui sont armés, des gens qui ne devraient pas avoir les armes, les ont, comme on l'a constaté il y a quelques jours à Béoumi, c'est-à-dire des civils étaient armés, et il y avait des kalachnikovs. C'est pas normal dans une république. Mais c'est que ce n'est pas aussi les retombées de la guerre, parce que après la guerre de 2011, les armes n'ont jamais été redonnées. Le gouvernement n'a pas récupéré toutes ces armes-là, donc c'est sûr qu'elles sont partout en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on ne peut pas accuser quelqu'un pour ça. Non. À part le gouvernement, bien sûr, qui devrait les prendre. Mais justement, ça veut dire que le gouvernement a échoué, parce que après la guerre, il aurait dû récupérer toutes ces armes-là. Mais est-ce qu'en récupérant les armes, est-ce que ça arrange Ouattara? Ah, mais justement, donc on peut penser que ce qui s'est passé à Béoumi, ça l'arrange. C'est dans son intérêt que les gens soient divisés, que les gens s'entretuent. On peut penser que ça l'arrange. Parce que même en allant plus loin, on peut penser que la réconciliation, qui a été un échec, il ne l'a pas faite parce que ce n'était pas dans son intérêt. Oui, mais il dit, lui, son argument, c'est qu'on ne réconcilie pas les gens décident de se réconcilier. Et que lui, il ne peut que observer sur le terrain la réconciliation. C'est ce que j'ai compris dans tout ce qu'il a exposé en ce qui concerne la réconciliation. Il dit les Ivoiriens doivent se réconcilier, mais ça doit venir d'eux, et ça ne doit pas venir de lui. Oui, mais il se trompe, parce que celui qui est au pouvoir, hein, et puis bon, c'est quand même lui qui a divisé les Ivoiriens. Et puis, mais est-ce que vous pensez qu'en divisant les Ivoiriens, c'est parce qu'il a la solution de les réconcilier? Parce qu'il les a divisés, c'est pas parce qu'il y a une réconciliation. Lui, il peut diviser, mais il ne sait pas qu'il peut réconcilier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il voulait vraiment que les Ivoiriens se réconcilient, il y a des gestes qu'il aurait pu poser. Par exemple, libérer très tôt les prisonniers, hein, parce que il les a libérés quand? 7 ans après, hein, les Simone Gbagbo et tous les autres, là, c'est 7 ans après. Alors qu'il aurait fallu ce geste-là plus tôt. Il ne l'a pas fait. Bon, il y a des gens dont les comptes sont bloqués depuis longtemps. Et je crois qu'ils le sont encore. Il ne l'a pas fait. Je crois que tous ces gestes-là, donc s'il les avait posés, ça aurait contribué à comment on dit ça, à apaiser les cœurs, hein, à réconcilier le pays. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que, bon, il n'était pas dans son intérêt de réconcilier les Ivoiriens. Il ne voulait pas que les gens se réconcilient. Il ne voulait pas. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec le docteur Jean-Claude Djireke, qui est professeur d'histoire, d'études, littérature africaine, excusez-moi, littérature africaine à Bryn Mawr College, ici à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les guerres au PDCM, au FPI, qui font que jusqu'à présent, le président Gbagbo a été libéré. Je parle d'émergence sociale, tout ça, ça fait pas de l'émergence sociale. Il a été libéré et c'est silence total.
On n'entend pas parler on n'entend pas sa voix, on n'entend rien, on n'a jamais vu une photo de lui. C'est comme une sorte de forteresse qui est autour de lui. Et, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous en savez quelque chose? Honnêtement, je n'en sais rien, mais je constate comme vous que le président Gbagbo ne parle pas, à la différence de Blé Goudé qui parle, qui s'adresse aux Ivoiriens, qui remercie les Ivoiriens. Qui remercie les Ivoiriens. Je constate que le président Gbagbo se tait. Bon, pourquoi se tait-il? Bon, il a peut-être ses raisons, mais c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens auraient aimé l'entendre, hein, ne serait-ce que pour dire merci, hein, aux gens qui l'ont soutenu, qui ont prié pour lui, qui ont marché pour lui, qui ont chanté pour lui. On aurait aimé l'entendre dire voilà, je vous remercie de votre soutien. Bien, merci. Alors, je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup, professeur. Et mesdames et messieurs, ça c'était à l'épreuve du Gopo. Et j'espère qu'on a fait boire du Gopo au professeur Djereke. On va laisser là comme ça. Et puis, bon, on va se retrouver pour un autre numéro de à l'épreuve du Gopo. N'oubliez pas, vous êtes sur Télé Gopo, la télé qui ose. Au revoir. Télé Gopo, la télé qui ose.